Bonjour tout le monde, on y va avec l'enregistrement des exercices synthèse du chapitre 2. Donc, en vue de l'examen, on a 10 pages à voir, fait que je vais me grouiller un peu, là, je vais essayer d'aller assez vite. Donc, numéro 1, le volume de ballon gonflé à l'hélium augmente au fur et à mesure qu'il s'élève dans la troposphère. Ça, c'est important de comprendre hein, que plus qu'on s'élève, plus l'altitude est haute, puis plus c'est sûr la pression est basse. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on a vraiment moins de gaz là, quand on s'élève dans l'atmosphère. Quel énoncé explique cette augmentation de volume? Encercle la réponse, explique pourquoi. Donc, chacun des énoncés correspond ou ne correspond pas à la bonne réponse. Fait que si je continue, donc si la pression diminue, bien, le volume, lui, est inversement proportionnel. Fait que le volume, lui, il va augmenter. Fait que c'est ça ici là, qu'ils nous disent. Donc, au fur et à mesure que la pression atmosphérique diminue, ben, puis au fur et à mesure que l'altitude augmente, c'est ce qui fait que le volume du ballon donc, va augmenter parce que plus on monte, comme je disais, moins il y a de particules de gaz. Donc, c'est la seule qui est vraie. Pourquoi que les autres, c'est faux? Bien, c'est pas faux, c'est que ça n'explique pas là, qu'est-ce qui provoque l'augmentation de volume. Ben, l'hélium contenu dans le ballon est plus léger que l'air, donc ça n'a pas rapport. C'est juste tout simplement que c'est pas que le fait que l'hélium soit plus léger que l'air là, qui s'élève dans sa troposphère, mais c'est sûr, c'est juste que son volume donc, va augmenter. Fait que c'est pas là, le fait là, que l'hélium est bien, bien, bien plus léger, là, que le ballon va monter. C'est pas ça. Numéro B, la température de l'air dans la troposphère diminue au fur et à mesure que l'altitude augmente. Bien, le volume, lui, on le sait, hein, c'est directement proportionnel à la température. Bien, si la température diminuait, bien, c'est sûr que notre volume diminuerait aussi. Puis nous, ben, on nous demande comment que ça se fait que le volume augmente. Fait que c'est pas ça, là, que c'est pas avec cette explication-là qu'on peut l'expliquer. Numéro D, l'hélium contenu dans le ballon diffuse plus rapidement les gaz de l'air. Bien, s'il diffuserait, si admettons là, dans le ballon, là, il y aurait une diffusion là, qui se ferait, bien, le volume du ballon diminuerait puisque le gaz sortirait à l'extérieur. Fait que c'est pas ça là, qui explique que le ballon augmente. Nous, on va avoir une genre de question où est-ce que je vais vous demander dans l'examen, est-ce que le volume, admettons, va augmenter ou diminuer? Fait que, tu sais, il faut savoir si c'est proportionnel ou inversement proportionnel, admettons, avec le volume. Fait qu'il faut vraiment comprendre, donc, les variables, comment ils varient 2 à 2. Mohamed, numéro 2, recueille 22,4 litres de diazote à une température de 0 degré Celsius, puis à une pression de 760 mm de mercure. 760 mm de mercure, hein, on se rappelle là, que c'est la même chose que 101,3 kilopascal. Combien de molécules contient cet échantillon? Expliquez votre réponse. Ben là, moi, je vois là, qu'on est à 0, on est à 101,3 kilopascal, on dirait qu'on est à TPN. Et en plus, le fait qu'on est à TPN est confirmé par le volume molaire. Tous les gaz qui sont à TPN ont un volume molaire de 22,4 litres. Sauf si vous en avez besoin à l'examen, là, ça va être donné. Fait que ça veut dire que dans ce temps-là, j'ai une mole, parce que c'est une mole, c'est le volume molaire pour une mole. Puis une mole de gaz, selon le nombre d'Avogadro, équivaut à 6,023 fois 10 exposant 23 molécules. Fait qu'on a notre réponse finalement ici. Pas de questions comme ça à l'examen. Tout ce qui est des questions comme le numéro 3, où est-ce qu'on emploie là, les espèces de petites formules, là, 2 à 2, puis les calculs. Donc ça, c'est bien important de se pratiquer pour l'examen, là, ça a bien de l'allure. Donc, on a un ballon qui a 2,5 litres. Je vais changer de couleur. Donc, ça, c'est notre volume 1. Il contient un nombre de mol 1 de 0,36 mol d'hélium à température ambiante. Ça veut dire là, qu'on est à TAPN. Si on a besoin, on aura besoin, mais je ne pense pas ici. Si on veut augmenter le volume du ballon de 4 litres, fait que mon volume 2, là, je vais l'augmenter de 4 litres. Fait que ça veut dire que je vais tomber à un volume 2, 2,5 litres plus 4 litres de 6,5 litres. Sans changer la pression et la température, ça veut dire que les autres facteurs là, demeurent constants, on veut savoir bien sûr quelle sera la nouvelle quantité de gaz. Fait qu'on va aller chercher la formule. V1 sur N1 est égal à V2 sur N2. On va aller isoler qu'est-ce qu'on cherche. Nous, on cherche donc le N2. Fait qu'on va faire les deux chiffres ici là, qui sont opposés. J'ai multiplié, je fais un produit croisé dans le fond. Je divise par
Le chiffre qui reste, ben, la variable là, qui reste, je dis le chiffre, mais c'est une variable. Ça me donne notre formule isolée. Fait qu'on n'oublie pas, hein, c'est tout le temps formule, formule isolée. Puis ensuite, on rentre nos chiffres dedans. Fait que je vais aller faire mon V2 qui est ici, fois mon N1 qui est là. Je divise par mon V1 qu'on m'a donné au début, 2,5 litres. On se rend compte que, ah, ben ça marche, les litres et les litres, ça s'annule, il reste des moles, et c'est ça que je veux avoir. Mais nous, on veut savoir quelle quantité de gaz devrait-on ajouter. Fait que si, là, dans le fond, euh, on a 0,94 moles, puis au départ, on avait 0,36 moles, on va enlever notre 0,036 moles, fait qu'il va nous rajouter, juste à rajouter 0,58 moles. Donc ça, c'est un petit détail. Alexandre veut gonfler le pneu complètement à plat de son vélo à l'aide d'une petite pompe manuelle. Le cylindre de cette pompe contient 120 millilitres. Fait qu'en tout cas, donc on verra, là, je ne pense pas qu'on s'en serve tout de suite, là, le 120 millilitres d'air, là, ça c'est ma pompe. Puis ce 120 millilitres-là, il est à une pression de 100 kPa. Bien ça, ce serait comme ma pression 1. Le pneu peut contenir environ un nombre de litres de 2,5 litres. Fait que ça serait comme mon volume de mon pneu, mon volume 2. À une pression, quand j'ai ce volume-là, pression 2, de 360 kPa. On veut savoir, là, quand vous cherchez là, le nombre de coups de pompe qu'Alexandre devrait donner là, à son pneu, on cherche tout le temps le volume qu'on veut donner, le nombre de coups là, de volume qu'on peut donner avec notre V1. Fait qu'on va toujours chercher notre V1. C'est sûr qu'on a P1V1 est égal à P2V2 pour, dans le fond, la variation, la relation entre pression et volume. On va aller isoler qu'est-ce qu'on cherche. Nous, on cherche le V1. Fait que je vais faire P2 fois V2 et je vais diviser donc par ici là, ma variable que je veux enlever parce que le contraire de fois P1, c'est divisé par P1. Ça va me donner ici ma formule isolée. Puis il va me rester juste à rentrer mes chiffres à l'intérieur. Donc, j'ai mon P2. Je vais faire fois mon V2 et là, je fais attention, hein. Donc, nous, là, ben, on le sait tantôt qu'on va avoir à travailler avec des millilitres probablement. Fait que je vais le transférer en millilitres en faisant fois 1000. J'aurais pu le transférer juste à la fin pour mon utilité de tantôt. Je divise par mon P1 et ça va me donner 9000 millilitres. Fait que dans le fond, là, j'ai 9000 millilitres à donner. Puis à chaque coup de pompe, ben, le cylindre de la pompe contient 120 millilitres. Fait que je vais diviser par 120 millilitres et je vais avoir mon nombre de coups de pompe que je vais donner. Bien sûr, hein, dans ma formule, hein, les kilopascals s'annulent. Il me rajoute des millilitres. Fait que probablement que j'ai bien isolé mon problème. On s'en va de l'autre côté. Numéro 5. Au cours d'une fête, on gonfle des ballons à l'hélium jusqu'à ce qu'il atteigne un volume de 1,4 litres aux conditions ambiantes. Conditions ambiantes, hein, c'est à TAPN. Si un ballon réussit à s'échapper, quel sera son volume à une altitude où la pression n'est que de 68 kPa et la température à la fin, T2, sera de moins 5 degrés Celsius. Ah, nous autres, on n'aime pas ça des degrés Celsius. On va faire plus 273 pour avoir notre T2 en Kelvin. Fait que dans le fond, là, nous autres, là, on veut savoir quel va être le volume 1 à cette altitude-là. Fait que c'est ça qu'on va aller, ben, le volume 2, là, on s'en fout, là, lequel qu'on a pris, là. Le volume 2, donc à cette altitude-là. On a oublié d'écrire qu'ici, c'était notre V1. Puis là, vous allez dire, oh, il me manque des renseignements, moi, finalement, là, sur ma pression, puis sur, admettons, ma température. Bien, on sait qu'on est à TAPN. Fait que si on est à TAPN, on va l'écrire ici, TAPN. La température à TAPN est de 25 degrés Celsius et la pression est de 101,3 kPa. Puis ça, c'est quand que j'ai 1,4 litres. OK? Fait que dans le fond, je suis allée me chercher deux données supplémentaires en sachant que j'étais à TAPN. Fait que moi, là, je vais avoir besoin de la grosse formule, dans le fond. Il aurait fallu qu'ils l'écrivent au départ, là. P1 fois V1 divisé par N1T1. Puis la même chose, dans le fond, avec les petits 2. Sauf que moi, je n'ai pas besoin de mon nombre de moles parce qu'il semble rester constant.
parce que ben, notre nombre de moles, dans le fond, là, on ne nous le dit pas, on ne nous en parle pas. Il n'y a rien là, comme renseignement donc là-dedans. Fait qu'on l'enlève. On réécrit notre formule. Fait qu'il faut vraiment avoir notre formule complète, notre formule où est-ce qu'on a enlevé les variables qu'on n'a pas besoin. Puis là, on isole. Qu'est-ce qu'on cherche? Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le V2. Fait que je vais faire un truc qui marche tout le temps, là, ça fois ça, donc les extrêmes. Donc, je vais aller les multiplier et je vais diviser par toutes les variables qui restent. Ça marche toujours, donc, mon truc. Fait que ça me donne cette formule-ci que je vais aller calculer là. Fait que j'ai mon P1 fois mon V1 fois mon T2, que je vais avoir mis, c'est sûr, donc en Kelvin, en faisant plus 273. Je divise par mon P2, je divise par mon T1, et le tour est joué, ça va me donner 1,9 litres. Numéro 6, on nous dit un extincteur de 3 litres, pas sûr qu'on va s'en servir, contient 5 kg de dioxyde de carbone, de CO2. Donc ça, dans le fond, c'est ma masse de CO2. Lorsqu'on vide l'extincteur, le gaz prend de l'expansion, ce qui a la propriété d'éteindre le feu par étouffement. Bon. Si le gaz est expulsé d'un seul coup, quel sera le volume de gaz qui s'échappera aux conditions ambiantes? Fait que nous, on cherche le volume de gaz lorsqu'on est à TAPN. Oh, fait qu'à TAPN, je peux aller chercher la pression, je peux aller chercher la température, puis moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le volume. Moi, je me rends compte qu'au numéro 6, là, je n'ai pas deux températures, ou bien deux volumes, ou bien je cherche une autre affaire, là, deux pressions. Donc, je n'ai pas deux affaires pareilles, là, genre T1 puis T2. Fait que dans ce temps-là, il faut que j'allume que, je vais prendre la formule PV est égal à NRT. Je cherche quoi, moi? Je cherche le volume. Donc, je vais aller isoler le volume. Le contraire de fois P, c'est divisé par P. Et je vais aller calculer ça, puis on va aller voir là, s'il me manque des choses. J'ai mon R, j'ai mon T, j'ai mon P. Et en passant mon T, la température, il faut que je la mette en Kelvin en faisant plus de 273. Mais il me manque mon N. Fait que pour aller chercher mon N, ben, j'ai une petite formule, moi, que je connais. N est égal à la masse divisée par la masse molaire. Dans le fond, c'est qu'ils m'ont donné la quantité, mais au lieu de l'avoir donc en mol, ils me l'ont donné en grammes. Puis ça, là, c'est la formule idéale pour convertir des masses en grammes ou en kilogrammes, là, comme on veut, là, en mol. Parce que je donne une quantité en grammes ou en mol, là, ça va être la même chose. Fait que je vais y aller avec la masse. Là, vous allez dire, ben là, ici, c'était 5. Ouais, mais si je veux passer de kilogramme à gramme, il faut que je fasse fois 1000. Fait que ça va me donner 5000. Tiens, je vais mettre fois 1000 ici. Je divise par la masse molaire que je suis allé chercher dans le tableau périodique du CO2. Donc, oxygène, c'est 16 plus 16, plus le carbone, c'est 12, qui va me donner 44. Je divise les deux. Ça me donne ma masse. Je l'envoie là. Ça me donne mon nombre de moles. Dans le fond, ma quantité, donc en masse que j'ai transférée en moles. Cette formule-là, ben, ça sert vraiment pas mal à ça. Dans le fond, ça transfère la masse en moles. Je l'ai ici. Je vais faire ma division. Puis j'écris ma réponse. Je vais regarder si mes unités, ça a de l'allure, voir. Kilopascal, kilopascal, ça s'annule. Mol, puis mol, là, ça s'annule, parce qu'ici, c'était des mols moins 1. Après ça, donc là, j'ai des litres que j'essaie d'aller chercher. Ben, je cherche des litres, mais j'ai mes Kelvin, puis mes Kelvin ici, moins 1. Kelvin moins 1 là. Fait qu'il me reste 6 des litres. Fait que c'est ça que je cherche le volume. Fait que dans le fond, moi, j'ai utilisé 2778 litres. Puis mon extincteur, là, il y a 3 litres déjà au départ que je vais enlever, qui se videra là, vraiment jamais. Fait que c'est ça, là, finalement, que je cherchais. Je cherche le volume de gaz qui s'échapperait là, d'un seul coup. Mais en pensant qu'une bonbonne, ça ne sera jamais, jamais, jamais vide. Parce que le gaz va sortir, si je dessine une bonbonne, là, comme ça, là, puis que ça sort, là, le gaz va sortir toujours de la région plus concentrée à la région moins concentrée. Fait que ça veut dire que tant que les deux côtés, là, ben, ils n'ont pas la même concentration, ça va sortir. Mais lorsque la pression va être égale ici et là, ben là, ça va arrêter donc d'être propulsé, de s'effuser, de se diffuser plus, ce qui fait en sorte que, ben Colin, il va toujours rester là, un 3 litres de gaz là, ici là, à température ambiante. On s'en va de l'autre côté.
Notre numéro 5 et 6 est fin. On a à peu près là, 2 numéros par page, là, souvent. Hein. Ici, on a une petite question de blabla. On nous dit, à une température de 20 degrés Celsius, 2 bouteilles identiques contiennent chacune la même masse. Une bouteille contient du dihydrogène, du H2, et l'autre contient de l'hélium. Quel énoncé concernant la pression dans chacune des bouteilles est vrai? Expliquez pourquoi. On va avoir besoin probablement de la masse molaire des deux. Donc, du H2, là, 1 plus 1, si je m'en vais dans le tableau périodique, puis je vais chercher la masse molaire, ça donne 2 grammes par mol. Et l'hélium, si je m'en vais dans le tableau périodique, c'est 4 grammes par mol. OK. On nous dit, ben, les deux bouteilles sont identiques. On va aller se dessiner les petites bouteilles, tiens. Fait que les deux bouteilles sont identiques. Ils contiennent chacune la même masse. Oh, fait que si je contiennent chacune la même masse, là, ben c'est sûr que de là à là, c'est 2 fois plus lourd. Fait que ça veut dire que du H2, comparativement à du HE, ben il faudrait que j'en ai 2 fois plus, comme ça, pour que la masse, admettons, donc soit de 40 grammes, là, de 4 grammes de chaque côté. Fait qu'ici, on va aller chercher quel énoncé qui concerne la pression dans chacune des bouteilles, lequel est vrai. Donc, la vraie, c'est la B, puis on ira pour voir pourquoi les autres, c'est faux. La pression exercée par le dihydrogène ici, est 2 fois plus grande, celle-là, là, est 2 fois plus grande que celle exercée par l'hélium. C'est normal parce qu'ici, ma pression est plus élevée puisque j'ai plus de particules pour avoir la même masse, pour avoir la même masse molaire. Numéro 1, la pression exercée par le dihydrogène, là, c'est lui, est 4 fois plus grande que celle exercée par l'hélium. Ben non, donc on avait dit que c'était 2 fois plus grand. Donc, tu sais, là, on voit là, que c'est vraiment le B qui fonctionne. Toutes les autres, là, ça ne marche pas, là, ça c'est bien sûr, parce que la pression puis le nombre de moles, c'est directement proportionnel. Quand j'augmente le nombre de moles, ben, la pression augmente aussi. C'est une question de logique. Numéro 8. Je vais essayer d'avoir toute la question en même temps, comme ça ici. On nous dit, au cours d'une expérience en laboratoire, Alexis a noté les données rassemblées dans le tableau ci-contre. On nous dit, parmi les gaz suivants, le H2, le N2, le O2, le CO2, quel est le gaz qui est contenu dans la seringue? Là, il faut allumer que lorsqu'on veut identifier un gaz, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le M. Fait qu'on n'a pas le choix, donc on va aller chercher le M et il y a 2 manières là, pour aller le trouver. Donc le M, on peut y aller avec cette formule-ci ou on peut y aller, laissez-moi écrire ça, avec la formule qu'il y a là pour aller chercher donc le M. Je vais vous l'isoler, puis vous allez faire, ah oui, on l'a utilisé donc dans le laboratoire là, avec les grosses seringues, là, qu'il fallait être plus là, fort là, que la pression atmosphérique. Donc un ou l'autre. Soit cette formule-là d'une traite, ou soit qu'on utilise PV est égal à NRT, puis après ça, on le rentre là, dans notre formule du M. OK, fait qu'est-ce qu'on a? On a le volume du gaz, donc on a ici le volume. On a la masse de la seringue vide, on a la masse de la seringue pleine. Fait que pour avoir là, la masse du gaz, ben, on va aller faire une soustraction. C'est ça qu'on a fait ici, la masse de la seringue pleine moins la masse de la seringue vide, qui va me donner la masse du gaz. On a ensuite la température qu'on va mettre en Kelvin en faisant plus 273, puis on a la pression. OK. Fait que nous, dans le fond, là, qu'est-ce qui nous manque pour aller utiliser cette formule-là? Parce que la masse, on l'a, on a déjà calculé la masse du gaz. Il nous manque le nombre de moles. Fait que pour aller chercher le nombre de moles, on va utiliser la formule PV est égal à nRT. On va aller isoler le N. Faites attention, hein, c'est le R piloté qu'on envoie en dessous. Parce que le contraire de fois R fois T, c'est divisé par R divisé par T. Ça nous donne ça ici. Fait qu'on va faire la pression fois le volume. Le volume, on n'a pas le choix de le mettre toujours en litres en disant par 1000 lorsqu'on travaille avec PV est égal à NRT. Parce que dans le R, là, il y a un litre ici. Là, fait qu'on n'a pas le choix de l'utiliser. On divise par le R. Le R, là, c'est le 8,31, 8,314 avec toutes ces unités. Ça, je vais vous le donner sur la feuille de formule. Fois la température qu'on va additionner
plus 273 là, pour l'avoir en Kelvin. Fait que divisé par le R, divisé par aussi le T. Et là, pitonnez vos choses, hein? Parce que dans l'examen, là, c'est pas le temps d'apprendre à pitonner avec la calculatrice. Donc, on se rappelle, on met des parenthèses, on divise, puis on remet des parenthèses pour dire que c'est tout en haut divisé par tout en bas. J'ai mon nombre de moles, je le mets ici, je divise mes deux chiffres et des grammes divisé par des moles, ben, ça donne des grammes par mole. Et le gaz qui s'approche le plus dans le tableau périodique de cette masse molaire-là, ben, c'est le diazote, le N2, fait que ce serait notre gaz inconnu. Pour ce qui est ici des petites unités, regardez bien comment ça se fait que ça me donne des moles. Kilopascal, kilopascal, ça s'annule. Kelvin, Kelvin, ça s'annule. Litre, litre, ça s'annule. Des moles moins 1, mais au dénominateur, ça remonte en haut, là. Fait que ça me donne des moles. On s'en va de l'autre côté. On est déjà rendu à la page 115, donc avec le numéro 9. Je regarde, attendez, là, ici, là, je voulais savoir. Oh, j'avais passé le numéro 6B, hein. C'est ça qui me gossait, là. Je me disais, voyons, tantôt, il va y avoir un B. Je l'ai comme passé. Tu sais, le numéro de mon extincteur, on dirait que j'étais comme sur pause un peu, hein. Donc, on nous dit, lors d'un incendie, obtiendra-t-on le même volume de gaz expulsé? Ben non, parce que le volume, là, sera plus grand, puisque le volume est directement proportionnel à la température. Parce qu'ici, là, là-dedans, là, si la température augmente, ben, le volume et la température sont directement proportionnels, fait que le volume va augmenter. Fait que le volume ici, là, il serait plus grand. En tout cas, c'est une petite question de logique, là. Donc, je l'avais comme passé, puis je me demandais quand est-ce que j'allais le faire. Je n'avais pas descendu jusqu'en bas. Mais c'est pas grave. On en revient donc au numéro 9. On a Magali qui recueille un gaz d'argon à une température de, on va y mettre un T, 100 degrés Celsius. Bien sûr, la température, il faut toujours la mettre en Kelvin en faisant plus 273. On a une pression de 330 kPa, puis on veut savoir le volume molaire. Le volume molaire, là, c'est le V sur N, là. Tu sais, vous savez, là, c'est le volume pour une mole. Dans le fond, on aurait pu aussi prendre la formule, là, comme ça, V sur N est égal à ART, comme ça ici, divisé par P, pour aller chercher le volume molaire. Ou on considère que le N est égal à une mole, ça fait aussi pour le volume pour une mole. On peut y aller là, avec PV est égal à NRT. Fait que, tiens, on va y aller comme les autres. PV est égal à NRT, on va isoler le V, fait que le contraire de fois P, ben, c'est divisé par P divisé par P. Moi, je veux toujours avoir la formule tout seul, je ne veux pas savoir comment vous l'isolez. La formule isolée, puis là, on rentre nos chiffres dedans. Fait qu'on a notre nombre de moles, qui est 1, fois notre R, qui est notre constante des gaz parfaits, qu'on est censé de savoir, ou en tout cas que je vais vous donner, puis on traîne toujours les unités, fois la température qu'on a mis en Kelvin divisé par la pression, et ça va me donner mon volume molaire, mon volume pour une mole. B, combien d'atomes d'argon contient ce volume? Mais ça, c'est à cause du nombre d'Avogadro. Si j'ai une mole, ben une mole équivaut à 6,023 fois 10 exposant 23 molécules. Fait que si j'ai une mole, ben je vais avoir le même nombre d'atomes, le même nombre de molécules, molécules ou atomes, là, c'est la même chose. Numéro C, si on remplace de l'argon par de l'hélium, le volume molaire de ce gaz dans les mêmes conditions reste le même. Expliquez pourquoi. Parce que le volume molaire, dans le fond, de l'hélium est de 9,397. Puis le volume molaire ne dépend pas de la nature du gaz, ne dépend pas de la nature du gaz, mais il dépend uniquement de la température et de la pression. Fait que tous les gaz qui ont la même température, la même pression, vont avoir le même volume molaire. On avait vu ça, hein, 4 TPN, TAPN, tous les gaz avaient le même volume molaire. D, si on augmente la pression, qu'adviendra-t-il donc au volume? On se rappelle que pression et volume, c'est inversement proportionnel. Fait que si on augmente la pression, le volume va diminuer parce que c'est une relation inversement proportionnelle. Numéro 10, donc un petit tableau là, pour un peu se démêler. Remplissez le tableau puis comparez les gaz parfaits des gaz réels. Un gaz parfait, ben, il demeure en phase gazeuse jusqu'à ce qu'il atteigne 0 Kelvin. Mais pour vrai, tout dépendant là, de la température de liquéfaction, leur point de liquéfaction, ben, ils vont se liquéfier avant, donc un gaz normal. Un gaz réel, là, c'est un gaz qui est dit normal, normal, comme ça, puis un gaz parfait, c'est qui se comporte selon la théorie.
Quelle est la valeur du volume molaire à TPN? Bien, c'est de 22,4 litres. Puis, ben, pour un gaz réel, tout dépendant dans la pièce, là, quelle température qu'il fait, c'est aux alentours de 22,4. Dans quelles conditions de température et de pression la valeur de la constante R est-elle de 8,31? Ben, pour un gaz parfait, la constante R est toujours égale à 8,314, quelles que soient les températures, là, de température et de pression. Puis pour un gaz réel, ben, la constante est aux alentours de 8,331. Souvent, c'est lorsqu'on est à haute température puis à basse pression, mais tu sais, c'est environ. Puis si on n'arrive pas juste, hein, on se rappelle, hein, quand on nous demande si un gaz est parfait, bien, si un gaz est parfait, là, il faut vraiment, vraiment aller calculer le R pour arriver juste le 8,31. On s'en va au numéro 11 maintenant de l'autre côté. On avance bien. Andréane veut gonfler 120 ballons de 20 litres. Fait que ça veut dire que, mon Dieu, là, j'ai un bout à faire, là, ça c'est sûr. Fait que 120 ballons de 20 litres, je veux avoir là 2400 litres que j'ai besoin de volume avec de l'hélium. Le fournisseur indique que ce gaz se vend dans des bouteilles de 25 litres. En tout cas, on va mettre ça là, en stand-by si on en a besoin. Dans le fond, on a besoin, ben, c'est comme notre bouteille là, qu'on va utiliser, dont la pression interne, la pression ici dans les bouteilles est de 6000 kPa, c'est vraiment comprimé, et à une température de 25 degrés Celsius qu'on va mettre en Kelvin. Si la température dans la pièce, quand que je vais gonfler les ballons, est nouvelle, on a une température 2 de 20 degrés Celsius que je vais mettre en Kelvin, et que la pression atmosphérique P2 est de 100 kPa au moment de gonfler les ballons, combien de bouteilles Andréane devra-t-elle acheter? Fait que dans le fond, moi, qu'est-ce que je cherche? C'est que je cherche le V2. On s'en fout lequel qu'on prend pour le 1, on s'en fout lequel qu'on prend pour le 2, en autant qu'on associe, tu sais, là, que ça soit associé ensemble, là. Le 25 litres avec le 6000 kPa puis le 25 degrés Celsius. Puis nous, quand on va remplir notre bouteille, ben donc, en fond, le 20 degrés Celsius va avec le 100, puis va avec le volume, là, 100 kPa, puis va avec le volume qu'on cherche. Fait que là, vous allez dire, oh boy, il y a plusieurs là, variables. Là. Fait que je vais être obligé de prendre ma formule, là, P1, V1 sur N1, T1 est égal à P2, V2 sur N2, T2. On écrit toute la formule au complet. Ensuite, on enlève les variables qu'on n'a pas parlé, les variables qui sont constantes, les variables qu'on ne nous a pas donné rien là, comme renseignement dans le texte. Donc, on réécrit la formule, donc comme ça ici. Puis là, on isole, qu'est-ce qu'on cherche? Nous, on cherche le V2. Pour aller isoler le V2, un truc qui marche tout le temps, je vais faire ça fois ça. Donc, tout là, dans le fond, là, les variables qui sont opposées. Puis, je divise en produit croisé par les variables qui restent. Et là, je vais pouvoir aller calculer mes affaires. Donc, je vais faire mon P1 fois mon V1 divisé par mon T2. Je divise par ma pression 2, je divise par ma pression 1. J'oublie pas avec ma calculatrice, je mets des parenthèses ici puis là avant de diviser. Je mets tout en parenthèses, numérateur, dénominateur. Puis là, j'ai mon nombre de litres là, disponible là, par bouteille. On le sait qu'à toutes les fois la bouteille, là, elle se vide jamais. Elle garde tout le temps un contenant de 25 litres quand là, que la pression est égale à l'extérieur par l'intérieur. Fait qu'il me reste ça ici. Donc, 1450 litres. Puis moi, ben, pour gonfler mes 120 ballons de 20 litres, je vais en avoir besoin de tout ça, là. Fait que si je cherche comment j'ai besoin de bouteilles, je vais aller diviser donc les deux. C'est tout le temps un problème un peu plus tannant, là, un peu plus gossant avec les bouteilles. Donc, je vous l'accorde. On s'en va ici, on y va avec le numéro 12. Notre numéro 12, un ballon de verre de 2,5 litres, on va regarder ça en attente, je ne sais pas si on va en avoir besoin, contient une masse de CH4 de 3,8 grammes. On vide le ballon et remplace le méthane par du néon. Si la température et la pression n'ont pas changé durant l'échange, quelle masse de néon contient le ballon? OK. Fait que là, il faut se servir, dans le fond, de l'hypothèse Avogadro. L'hypothèse d'Avogadro nous dit que si on a la même température, la même pression,
En tout cas, le 1 et le 2, je les ai interchangés, là, on s'en fout un peu. Puis le même nombre de moles, bien, c'est sûr que je vais avoir le même volume aussi. Ça, c'est bien certain. Donc, si j'ai la même température, même pression, même volume, bien, j'ai le même nombre de moles. Fait que si je connais le nombre de moles du CH4, je vais pouvoir m'en servir pour le néon. Fait que je vais commencer par aller chercher le nombre de moles ici du CH4. Je vais faire la masse divisée par la masse molaire du CH4. J'ai mon nombre de moles qui va être égal aussi là, pour mon Ne, le néon. Fait que si je vais aller chercher maintenant la masse du néon, je vais aller isoler le petit m. Donc, j'envoie mon gros M de l'autre côté. Le contraire de diviser par gros M, c'est fois gros M. Et là, j'y vais avec ça, mais je le refais pour le néon. Donc, la masse molaire dans le tableau périodique du néon fois le nombre de moles, donc masse molaire fois le nombre de moles, qui va me donner la masse du néon. Donc, si je n'allume pas, qu'il existe l'hypothèse d'Avogadro, bien, c'est sûr que je ne suis pas capable d'aller faire ce problème-là. Ça, c'est sûr. Ici, on a une bonbonne de 10 litres qui contient un mélange gazeux constitué d'hélium, de néon, d'argon, de krypton, puis on les a là, puis on a la pression. Voici la pression partielle de chacun donc des gaz dans le mélange. Fait que moi, dans le fond, là, dans mon récipient, j'ai tous ces gaz-là qui sont enfermés. Quel gaz occupe le plus grand espace? Expliquez votre réponse. Bien, les gaz occupent tout l'espace disponible, donc les quatre occupent le même espace parce qu'ils sont mélangés dans le même contenant. Ils ne s'aiment pas, ils veulent être le plus loin possible les uns des autres. Les gaz, là, ça n'a pas bien d'affinité, fait qu'ils vont avoir le même espace, là, donc chacun. B. Quel gaz possède la plus grande énergie cinétique? Explique votre réponse. Bien, les quatre gaz possèdent la même énergie cinétique parce qu'ils sont à la même température. On se rappelle que énergie cinétique, hein, dans le chapitre 1, qu'est-ce qui dépend de ça? C'est la température. Puis on a dit que les quatre là, étaient dans les mêmes conditions, sont dans le même récipient. C. Quel gaz, c'est un petit point ça. Quel gaz frappe les parois de la bonbonne avec plus de force? Expliquez votre réponse. C'est le krypton, puisque sa masse molaire est la plus grande. Fait que si on va chercher la masse molaire de chacun là, dans le tableau périodique, là, je ne sais pas de combien, là, mais la masse molaire du krypton est vraiment plus grande. D. Quel gaz? Ben, il est plus bas là, dans le tableau périodique, c'est comme logique. Quel gaz contient le plus grand nombre de particules? Expliquez votre réponse. C'est l'hélium qui contient le plus grand nombre de particules parce que sa pression partielle est plus grande que les autres. Fait que je ne sais pas si vous avez vu l'hélium, là, pression partielle, donc il y en a plus. Fait que si la pression partielle en a plus, ça veut dire que j'en ai un plus fort pourcentage. Fait que ça serait l'hélium. Numéro E, quelle est la pression totale du mélange? Bien là, ça, c'est facile. Tout ce qu'on a à faire, là, c'est d'additionner là, tous les chiffres ici. Fait que je fais la pression partielle de l'hélium, plus la pression partielle de mon néon, plus la pression partielle de l'argon, plus la pression partielle du krypton, puis je vais avoir la pression totale. F, quelle est la proportion en pourcentage de l'hélium? Donc, on n'aurait même pas besoin de faire cette petite formule-là. On peut y aller avec la formule ici, là, où est-ce que je vais isoler donc le N, le nombre de moles du HE. Pour l'isoler, ben, je fais le contraire de diviser par NT, c'est fois NT. Puis le contraire de fois PT, c'est divisé par PT. Là, puis je peux le mettre comme ça. Là. Mais tu sais, le but, là, c'est que je fais la pression partielle du gaz, que je veux savoir le pourcentage, divisé par le total, fois 100. C'est comme en mathématiques, là, quand je faisais des pourcentages, puis ça va me donner 33,33333, là, quand même. On change de page, moi aussi, là, je vais aller changer de page. On arrive bientôt donc au défi. On nous dit le technicien de laboratoire remplit un contenant avec une masse, comme ça, de CO2 de 0,9. Il note alors une pression et une température de 20 degrés Celsius puis de 100 kPa. Il vide le contenant et le remplit à nouveau avec 0,68 g d'un gaz inconnu. Avec masse d'un gaz inconnu. Il note alors la pression qui est de 235 et la température de 60 degrés Celsius. On veut savoir la masse molaire du gaz inconnu. Puis si je sais la masse molaire, je vais pouvoir être capable de l'identifier.
OK. Fait que dans le fond, moi, j'ai la température, donc la pression, puis tout le kit. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche la masse molaire de mon gaz inconnu pour être capable d'identifier. Fait que c'est ma petite formule, là, masse divisée par le nombre de moles. Bien, la masse de mon gaz inconnu, je la connais, sauf que je ne connais pas son nombre de moles. Fait que je vais aller chercher son nombre de moles. Là, j'aurais tendance à dire, oh, je vais y aller avec PV est égal à NRT. Mais sauf que, oh, ça va mal parce que j'ai comme donc une pression 1 puis une pression 2. J'ai une température 1 puis une température 2. Fait que là, c'est clair que je vais être obligée là, d'y aller donc avec ma formule. Donc, ici, là, que je connais, là, ma grosse formule, là, dans le fond, traficotable. Fait que ma grosse formule traficotable, attendez un petit peu, là, j'ai comme perdu mon livre, là. Ma grosse formule traficotable, donc ici, attendez, comme ça, habituellement, là, c'est P1 V1 sur N1 T1 est égal à P2 V2, j'ai oublié mon V, sur T2 P2, comme ça ici. Donc, c'est ma grosse formule là, que je peux là, modifier. La seule affaire qu'on ne m'a pas donnée, c'est le volume, fait que je l'enlève. Puis ensuite de ça, ben, je réécris ma formule sans le volume et je vais aller chercher, isoler, qu'est-ce que je cherche? Je vais aller isoler ici le N2. Fait que je vais faire tout ça en multiplication. Je divise par le P1, je divise par le T2. Et ça va me donner ma formule isolée que je vais aller calculer. Fait que je vais faire mon P2 fois mon N1 fois mon T1 divisé par mon T2 divisé par mon P1. Je calcule mes affaires en mettant mes parenthèses, que sinon ça ne marchera pas sur ma calculatrice, hein, comme ça ici. Je fais parenthèse, tout ce qu'il y a en haut divisé par toute la parenthèse d'en bas. Ça va me donner mon nombre de moles que j'envoie là. Je peux diviser. Puis des grammes divisé par des moles, ben, ça me donne des grammes par mol, qui est l'unité de la masse molaire. Pourquoi que j'arrive ici à des moles? Là, c'est parce que kilopascal et kilopascal s'annulent, Kelvin s'annule, il va me rester des moles. Et le tour est joué. On a-tu un autre numéro plus bas? Oui. Numéro 15. Un poisson relâche des bulles de gaz. Ces bulles de gaz-là, de 0,80 millilitres, je suis en train de reprendre mon livre, fait que ça c'est mon V1, à une profondeur de 20 mètres. En tout cas, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Je ne pense pas grand-chose. Sous l'eau, où la température, T1, est de 8 degrés Celsius. Une fois parvenu à la surface juste avant d'éclater, les bulles atteignent un volume 3 fois plus grand. Oh, je vais écrire que V2, c'est fois 3. Si la pression atmosphérique P2 est de 102,3 kPa et que la pression dans l'eau est de 100 degrés Celsius à chaque 10 mètres, quelle est la température mesurée à la surface de l'eau? Fait que moi, je cherche mon T2. OK, fait qu'on a des petites passe-passe à faire, là. Fait que mon volume, pour mon volume, là, dans le fond, là, il est 3 fois plus gros. Fait que je vais prendre mon volume 1, je vais aller faire fois 3, ça va me donner mon volume 2. Pour ce qui est de la pression, OK? Donc, ma pression, là, à la fin, là, je le sais qu'elle était 102,3, mais pour ma pression 1, j'ai une petite passe-passe à faire puisqu'on nous dit qu'à chaque tranche de 10 mètres, comme ici, ben, je vais faire 10 mètres plus un autre 10 mètres pour arriver à 20 mètres, ben, ma pression, elle augmente de 100 kilopascales. Fait que je vais faire 2 fois 100 kilopascales, qui va me donner 200 kilopascales. Puis, ben, au départ, j'étais à 102,3 kilopascales, ce qui me donne la pression au départ, pression super haute, là, parce que, tu sais, je suis vraiment en profondeur, là, mon poisson est vraiment en profondeur, de 302,3 kilopascales. C'est comme un peu gossant, là, mais sinon, ça allait bien. Fait que je me dis, oh mon Dieu, j'ai plein de V1, V2, T1, T2. Fait que je vais aller prendre la formule comme ça ici, là, qui est modifiable, traficotable, là, tu sais, souvent je l'appelais comme ça, là, la formule, là, où est-ce que toutes les petites formules sont combinées. Je vais aller enlever la variable dont on n'a pas parlé, qui reste constant. Donc ici, c'est le nombre de moles. Puis je réécris ma formule, ça c'est sûr, et je vais aller isoler qu'est-ce que je cherche. Moi, je cherche le T2, fait que je vais aller faire ça fois ça, et je vais diviser par tout le reste. Fait que je divise par ça, tout ce qui reste,
Je divise par ça, tout ce qui reste. Je vais aller faire mon calcul ici, en n'oubliant pas hein, de mettre ma température en Kelvin pour avoir mon T1. Fait que je vais avoir mon P2 fois mon V2 fois mon T1 divisé par mon P1 divisé par mon V1. Et j'oublie pas, là, quand que je calcule, je divise, mais avant ma division, je m'assure de mettre des parenthèses pour tout ce qui est au numérateur puis tout ce qui est au dénominateur. Et ça va me donner ma température en Kelvin. Pourquoi en Kelvin? Parce que kilopascal, kilopascal, ça s'annule, millilitre, millilitre, ça s'annule. Il me reste des Kelvin. Ça me rassure que j'ai probablement bien isolé ma formule puisque j'arrive aux bonnes unités. On y va avec les défis. On va aller regarder, voir les défis, combien de pages qu'on a. Il nous reste juste 2 pages. On a 2 pages de défis. Ça va aller vite. On nous dit, une étudiante recueille un certain volume de dihydrogène, H2, par déplacement d'eau à une pression. Oh, fait que ça, c'est comme là, la pression totale, j'imagine, puisqu'on ne sait pas c'est la pression de quoi. Fait que dans le fond, on va dire que c'est la pression totale de 102,6 kPa. Elle détermine que l'échantillon contient un nombre de moles bien précis de dihydrogène de 2 fois 10 exposé à moins 3, puis un nombre de moles aussi de vapeur d'eau, je vais mettre H2O, de 6 fois 10 exposé à moins 5. On veut savoir à quelle température le dihydrogène a-t-il été recueilli? Oh! Là, vous allez dire, hein, comment que je vais faire pour aller chercher la température avec des pressions partielles? Bien, c'est que je vais me servir de l'annexe 4 à la page 411. Quand que je vais avoir la pression là, qui est aux alentours ici là, de 3 kPa, je vais aller voir mon échantillon d'eau. Ma vapeur d'eau là, était à quel degré Celsius pour 2,999? Bien, ça va être 24 degrés Celsius. Donc là, je vous montre là, comment faire. Fait que je vais aller chercher la pression partielle de mon H2O. J'utilise la formule telle quelle. Donc, je vais faire ma pression totale fois le nombre de moles que je cherche la pression partielle, nombre de moles du H2O. Je divise par le nombre de moles total. Nombre de moles total, hein, c'est bien pas compliqué, là. Je suis allée additionner ici, donc les deux, là. Fait que j'ai fait une addition là, pour avoir le nombre de moles total. Fait que j'ai additionné les deux sur ma calculatrice en mettant des parenthèses là, pour les additionner. Puis, ben, ça me donne mon 2,9999, là, 99, là, qui est environ 3. Puis, ben, c'est sûr que si je m'en vais à page 411, je vais voir que ça correspond, cette pression-là, à une température de 24 pour le H2O. Puis, ben, c'est sûr que si le H2O a une température de 24, l'eau de gaz aussi, une température de 24, sont dans le même récipient. Numéro 2, on a un ballon de 10 litres. Bon, fait qu'on peut aller, là, dans le fond, écrire qu'on a 10 litres en tout. Non, c'est dans un ballon de 10 litres, on a 2 litres d'argon. Oh, fait que ça, c'est le volume de l'argon. J'ai comme mal lu. Il y a une pression de l'argon, de 250 kPa. C'est mélangé avec un volume de krypton de 2,5 litres ayant une pression de krypton de 300 kPa. Quelle sera la pression totale dans le ballon après le mélange si on considère que la température et les autres variables là, restent constantes? OK. Fait que moi, là, je veux savoir la pression totale. Fait que pour savoir la pression totale, ben, il va falloir que je sache la pression partielle de mon argon, que je vais aller additionner avec la pression partielle de mon krypton pour me donner la pression totale que je cherche. Fait qu'il va falloir que j'utilise mes formules de pression partielle, mais là, vous allez dire, moi, là, je n'ai pas le nombre de moles. Fait que comment que je vais faire pour aller chercher la pression de chacune? Je ne peux pas utiliser la formule qu'on a utilisée au numéro 1. Fait que dans ce temps-là, là, c'est de l'enrichissement, on n'aura pas à l'examen, là. On va utiliser la formule P1V1 est égal à P2V2 parce qu'on me donne tout le temps là, le volume pour l'argon, la pression pour l'argon. Le volume pour le krypton, la pression pour le krypton. Fait que je vais utiliser 1 puis 2, là, ça va revenir au même. Je vais aller le faire, chercher ma pression 2 pour chacun des gaz. Fait que ça va me donner la pression partielle. Je vais isoler mon P2 en envoyant mon V2 en dessous. Ça va me donner cette formule-là ici que je vais isoler. Puis mon P2, ben, il me donne en même temps la pression partielle. Fait que je vais faire la pression 1. Là, je travaille pour l'argon.
la pression de l'argon fois le volume de l'argon, on peut appeler ça la pression 1, là, puis volume 1, là, comme on veut. Je divise par le volume 2, là, c'est parce que c'est un ballon de 10 litres. Ils vont être à la fin tous les deux là, regroupés donc, dans un volume de 10 litres. Puis je fais la même chose, P1 fois V1 divisé par V2 pour mon krypton. Les deux pressions ici, je vais les additionner et ça va me donner ma pression totale. Oh, là, c'est de l'enrichissement, hein, ça c'est sûr, là, c'est comme un défi. On s'en va de l'autre côté. Hein? Il n'y aura pas là, comme le numéro 2 à l'examen, c'est sûr. On place 10 grammes. Oh, ben ça, c'est la masse. J'en ai besoin, ben, je vais le prendre, de glace sèche. Donc, ça, c'est la masse là, de glace sèche. La glace sèche est faite avec du CO2, là, dans un contenant étanche de 50 litres. C'est le volume, en tout cas, du contenant, dont la température est de 22 degrés Celsius. Puis c'est sûr, il va falloir que je fasse plus 273 pour mettre ça en Kelvin. On dit, lorsque la glace sèche se sublime, c'est quand elle va passer donc gazeuse, elle absorbe une partie de l'énergie environnante, ce qui a pour effet d'abaisser la température de l'air ambiant. Quelle sera la pression? J'imagine la pression 2, contenue dans le contenant lorsque tout le CO2 sera sublimé et que la température sera stabilisée, c'est ma température 2, à 4 degrés Celsius. On va ajouter notre 273, ça c'est sûr. OK, fait que tu sais, dans le fond, là, ça serait comme mon P1, mon T1. Donc, on pourrait utiliser ça. Fait que moi, qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais aller chercher donc la pression totale dans le contenant lorsque tout va être sublimé. Fait qu'il va falloir que j'aie ben, la pression de mon CO2, puis la pression, là, dans le fond, là, totale. Attendez, là, je cherche là mon. Oui, OK, c'est beau. Puis la pression, là, dans le fond, là, la pression de l'air. Oui, on cherchait la pression de l'air. Je cherchais le mot air, c'est pas drôle. Fait que, moi, pour aller chercher la pression du CO2, ben, je suis très bien capable d'aller chercher, comme ça ici, ma formule là, comme ça. Je cherchais ce qu'il me l'avait mis. OK, PV est égal à NRT. Je cherchais mon PV est égal à NRT. Habituellement, les formules, ils les mettent de ce côté-là. C'est ça qui me gossait un peu. Fait que je vais aller chercher donc ma pression pour mon CO2 avec PV est égal à NRT. Je vais aller isoler le P. Fait que ça va me donner P est égal à nRT sur V. Fait que je vais faire mon nombre de moles que je ne connais pas, là, que je vais aller donc calculer, fois le R que je connais tout le temps, fois la température de mon CO2 qui est de 277, divisé par mon volume qui est de 50 millilitres, et ça va me donner la pression de mon CO2. Avant, pour aller chercher le nombre de moles de mon CO2, je vais prendre la formule la masse divisée par la masse molaire que j'ai fait ici. La masse divisée par la masse molaire que je suis allée chercher dans mon tableau périodique. Je vais chercher mon nombre de moles, je l'insère là. Je fais ma multiplication, puis je divise par 50 litres. Pourquoi que ça me donne des kilopascales? Ben, c'est tout simplement que Kelvin moins 1 puis Kelvin, ça s'annule. Des litres, ça s'annule. Des moles à moins 1, ça s'annule. Il me reste des kilopascales. Il me reste aussi d'aller chercher la nouvelle pression de l'air. Puis la nouvelle pression de l'air, ben, je ne peux pas prendre PV est égal à NRT parce que je ne connais tout simplement pas son volume. Fait que je vais aller utiliser ma petite formule P1 sur T1 est égal à P2 sur T2. Je vais aller isoler le P2. Fait que pour isoler le P2, je vais faire ça fois ça, P1 fois T2. Puis je vais diviser par mon T1. Je vais avoir mon calcul à faire ici. Donc, mon P1 fois mon T2 divisé par mon T1, ça me donne ma pression 2. Puis ma pression 2, ben, je vais pouvoir l'additionner avec ma pression, ma nouvelle pression du CO2, et ça va me donner ma pression totale. Wow, c'était difficile un peu, donc celui-là. Ici, numéro 4. Chloé effectue deux expériences afin de démontrer la relation entre le volume et la température d'un gaz. La première expérience se déroule à une pression constante P1. Fait que si la pression, donc, elle est constante, tiens, on va l'écrire, pression constante comme ça.
Avant d'amorcer la deuxième, Chloé modifie la pression jusqu'à une nouvelle pression P2 qui va rester constante. On ne sait pas si elle a monté ou elle a descendu. On verra. Elle s'assure alors de garder constante tout le long de la deuxième expérience. Elle s'assure alors de la garder, la pression. Les tableaux suivants contiennent les résultats de Chloé. Fait qu'on a la température puis le volume lorsque la pression reste pareille. La pression 1 est-elle plus grande ou plus petite que la pression 2? Expliquez votre réponse. C'est tout simplement que je pense bien que ma pression 1 là, est plus grande que ma pression 2 parce qu'à une température donnée, ben, le volume là, est plus petit que celui en P2. Je ne sais pas si vous avez vu, là, regardez, là, à 100, ici, le volume est de 25. Là, il est mon volume plus petit, puis là, mon volume est plus grand. Fait que c'est clair que probablement que plus le volume est grand, plus la pression est petite, parce que c'est inversement proportionnel. Fait que si mon volume est toujours plus petit ici, volume toujours plus petit, volume toujours plus petit, volume toujours plus petit, en comparaison ici, là, que pour une température donnée, le volume est vraiment tout le temps plus grand. Donc, 250, c'est plus grand que 125. 75, c'est plus petit que 150. Bien, vu que pression et volume, c'est inversement proportionnel, ben, ici, si le volume est plus petit, ben, la pression est plus grande, ça c'est sûr. Pression plus grande. Puis ici, ben, la pression serait plus petite. Donc, logiquement, on n'a pas de calcul à faire, c'est juste de la logique. On se revoit pour l'exercice supplémentaire. Ouf que c'était long.